Bonjour à tous, aujourd'hui on va essayer de faire un état des lieux de l'industrie et répondre aux grandes questions qui nous occupent. C'est tout de suite et c'est dans le rendez-vous jeu. Bonjour à tous et bienvenue dans ce rendez-vous jeu un petit peu spécial puisque c'est un état des lieux, c'est-à-dire que c'est un épisode super premium dans lequel je vais relater toutes les questions qui se posent souvent dans cette industrie mais qu'on n'est pas forcément en train de traiter quand on parle de l'actualité d'une semaine sur l'autre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais traiter une question dans le flux public, la question des exclus consoles et du One Console Future. Où on en est à ce niveau-là? Est-ce que les exclus sont en train de disparaître? Et est-ce que on aura bientôt une seule plateforme et une seule machine? Et je traiterai des autres tendances et des autres questions dans le flux privé. C'est-à-dire que l'épisode en entier sera réservé aux patriotes. J'espère que ça vous plaira et que ça vous plaît si vous êtes patriote. Si vous ne l'êtes pas, eh bien, j'espère que cette première partie vous plaira aussi également et que les analyses auront un intérêt pour vous. Dans la suite de l'émission, on parlera du contexte de la surabondance de jeux qu'on constate tous aujourd'hui. Et puis, évidemment, je ne peux pas éviter celle de la crise du jeu vidéo et où elle en est, cette crise du jeu vidéo. Et puis également, je ferai un petit interlude technologique pour parler de réalité virtuelle, de la vraie évolution de cette génération, de la vraie évolution technique de cette génération. D'IA un petit peu aussi bien sûr, et puis je conclurai avec les tendances émergentes, ou une tendance émergente en tout cas, ce qu'on peut commencer à déceler de la prochaine génération de consoles. Et oui, puisque cette prochaine génération de consoles, elle s'approche à grands pas, on n'a pas l'impression, mais c'est vrai qu'on n'en est plus si loin, plus forcément si loin. Donc on détaillera tout ça, ça fait un gros programme, et j'espère que vous allez le passer en ma compagnie, et on va commencer tout de suite donc avec la première tendance ou la première question. Je dirais que je fais plus des questions et des contextes que des tendances, que dans le rendez-vous tech pour lequel je me suis prêté au même exercice le mois dernier. La première question donc, c'est la fin des exclusivités console et l'idée du One Console Future, qui est donc l'idée qu'une seule plateforme subsisterait, qui a été émise par un développeur de Silicon Knights en 2007, qui était Denis Dyack, et on va en reparler dans un instant, parce que c'est vrai que cette question est se pose de plus en plus, on va dire ça comme ça. Du coup, la question de la fin des exclus est en fait, à mon sens, très présente, mais elle mélange deux questions, deux problématiques différentes. C'est-à-dire qu'on a vu qu'il y a des jeux qui étaient précédemment exclusifs à certaines plateformes, qui se retrouvent sur d'autres plateformes, mais le phénomène est en réalité, je crois, relativement limité, parce qu'il concerne principalement la Xbox, donc la console de Microsoft, qui est dans une situation très particulière, qui est en réalité une fin de vie. Et il y a une autre question qui est la question de la popularité des PC et des PC en tant que console également. Donc je vais traiter les deux très rapidement. D'abord, la Xbox qui est en fin de vie. Effectivement, Microsoft a commencé à mettre ses jeux sur toutes les plateformes, sur PC, sur PlayStation, sur Switch quand ils le peuvent. Et donc, ça donne l'impression que les exclusivités n'existent pas. D'autant plus que Sony, pour arrondir les fins de mois, pour maximiser les revenus, eh bien, ils mettent également leurs jeux sur PC. Attention, pas sur d'autres plateformes, pas sur des plateformes véritablement, entre guillemets, concurrentes, ou en tout cas qui n'étaient pas encore concurrentes jusqu'ici, parce que le PC est en train de devenir possiblement un concurrent. Mais donc, il y a des jeux Sony, des jeux PlayStation, des grosses exclus qui arrivent sur PC, mais beaucoup plus tard. On parle de un an, voire plus. Donc, pour moi, c'est pas... On pourrait débattre de cette question, mais c'est pas tout à fait autant le même contexte, parce qu'on le sait bien, les jeux, ils sont véritablement le plus intéressant au moment où ils sortent. Au moment où ils sortent, c'est là qu'il y a le plus gros buzz, c'est là qu'on a envie, c'est là que la motivation d'achat peut se faire sentir, surtout si la motivation d'achat est la motivation d'achat d'une console. Donc, cette idée de la fin des exclus, elle est très centrée, je crois, sur le contexte de la fin de la Xbox
qui est maintenant en train de véritablement se confirmer. Et la fin de la Xbox en tant que plateforme indépendante, ça veut dire la fin des exclus Xbox, on l'a constaté à de nombreuses reprises, mais c'est juste la disparition d'un acteur dans l'industrie de la console, qui est hyper important, évidemment. Ça donne énormément de changements pour l'industrie. Ça donne beaucoup de force à Sony, qui est le seul représentant de ce type de console aujourd'hui, les consoles haute performance, on va dire. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais c'est un événement hyper important, mais qui n'est pas non plus un événement qu'on n'a jamais connu. On a eu pendant assez longtemps des périodes où on avait deux concurrents. On avait pendant très longtemps, alors si on ne remonte pas jusqu'à Atari, mais on avait pendant très longtemps Sega contre Nintendo, et puis on a eu Sony qui est arrivé dans la danse, et Sega qui en est sorti. Alors il se trouve qu'ils sont sortis à peu près au moment où Microsoft arrivait, mais on a eu pendant des moments deux concurrents. Et en plus, là, on a aujourd'hui un troisième semi-concurrent qui a toujours été présent, mais qui est beaucoup plus présent aujourd'hui, c'est le PC. Donc pour moi, cette fin des exclus est presque une illusion d'optique. Et je vais y revenir dans un instant. C'est presque une illusion d'optique parce qu'on voit Microsoft qui retire ses billes des exclus, qui met ses jeux partout, et on se dit « Ah bah ça y est, il n'y a plus d'exclus ». Mais il n'y en a pas moins. En gros, l'impact de la fin de la Xbox n'est pas plus grand que l'impact de la fin des consoles Sega, je crois, qui est un gros impact, hein, mais ça ne veut pas dire la fin des exclus. Alors de l'autre côté, il y a aussi la popularité des PC, qui a énormément cru ces dernières, on va dire, 10-15 ans, ces derniers 10-15 ans, et qui est dû, à mon sens, à quelque chose. Enfin, il y a plusieurs phénomènes qui se sont liés. D'une part, la fiabilité de la plateforme. Un phénomène extrêmement important, c'est la standardisation des contrôleurs, des manettes PC. Ça, mine de rien, ça fait beaucoup parce que ça permet à tous les jeux consoles, développés pour console, d'arriver beaucoup plus facilement sur PC. Il y a aussi le fait que les développeurs japonais, dont les jeux étaient souvent réservés aux consoles, eh ben, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de clients pour eux sur PC, donc ils se sont mis à mettre tous leurs jeux sur PC. Donc on pourrait se dire, le PC, c'est un petit peu le meilleur de tous les mondes. On a un système ouvert, on a plein de jeux, on a quasiment tous les jeux, certainement les jeux Xbox, quelques jeux Sony. Bon, pas de jeux Nintendo, mais eux, ils sont un petit peu particuliers. Donc, et en plus, on commence à voir des formats très différents, comme les PC portables. On a des rumeurs de PC de salon, c'est-à-dire enfin l'idée des Steam Machines qui étaient là trop tôt pour techniquement être faisables, qui vont arriver véritablement avec la Xbox au moins semble-t-il, et puis possiblement avec une offre de Valve qui convertirait son Steam Deck en machine de salon. Donc là, c'est vraiment une expérience très, 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 très comparable aux consoles. Donc, on pourrait se dire, bah voilà, ça y est, c'est la console, entre guillemets, universelle, c'est le PC, et est-ce qu'on va vraiment avoir besoin du reste ? Pour moi, il reste donc les deux concurrents du domaine des consoles, évidemment, que sont Sony et Nintendo. Il y a le PC qui a toujours été là, qui là, en plus, vient concurrencer Sony et Nintendo, mais il n'y a aucune raison de penser, je crois, que cet écosystème s'effondre. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison de penser que parce que le PC va venir concurrencer Sony et Nintendo, eh ben Sony et Nintendo vont se dire tout à coup, on n'a plus besoin de faire de console. Parce que, rappelons-nous, je vous le rappelle dans l'émission vraiment tout le temps, non seulement les motivations de tous ces gens-là, c'est de faire de l'argent, mais en plus, la manière dont les consoliers font de l'argent, c'est les 30% de commission sur tout ce qui se vend sur leur plateforme. Donc, avoir une plateforme populaire, c'est l'Eldorado. C'est une manière de faire de l'argent, non seulement de vendre ses propres jeux sans avoir à payer 30% de commission à Microsoft, à Valve ou à quelqu'un d'autre, mais c'est un moyen de récupérer 30% sur tous les jeux qui sont vendus et tous les microtransactions qui sont vendues sur votre plateforme. Je ne comprends pas pourquoi on pourrait imaginer qu'une société qui pourrait continuer à avoir une plateforme indépendante dont ils sont propriétaires se dirait « Oh ben non, je vais abandonner ça et je vais me mettre à faire la même chose que tous les autres ».
et abandonner mon précaré, ma plateforme. Et le truc, c'est que pour avoir une plateforme de ce type-là, il faut des exclus. Il faut motiver les joueurs à venir sur votre plateforme plutôt que celle qui a tous les avantages, c'est-à-dire celle du PC. Alors tous les avantages entre guillemets, hein, tous les avantages qui sont des soldes tout le temps, tous les jeux possibles, de plus en plus en tout cas. Je pense que à part les exclus, on a à peu près tous les jeux en ce moment qui sont sur PC et sans doute encore plus qui viendront à l'avenir si on se retrouve avec Xbox qui se transforme en plateforme PC et Valve qui sort un PC qui pourrait être populaire. Même si, gardons les choses dans leur contexte, la console Steam Deck de Valve, bon, elle s'est vendue à quelques millions d'exemplaires, ça n'a aucune commune mesure avec les consoles des consoliers. Donc, il y a cette idée que, effectivement, pourquoi est-ce qu'on irait acheter une console Nintendo ou une console Sony si on peut avoir une, entre guillemets, console PC qui fasse tout? Eh bien, il y a une raison, c'est les exclus. Et les développeurs, enfin les consoliers, je pense, si cette idée des PC... Donc, quand je dis PC, c'est un petit peu un équivalent de la plateforme universelle, le One Console Future, cette plateforme que décrivait Denis Dayak en 2007 dans sa conférence à la GCG, je ne sais plus, je vous mettrai un lien vers ce qu'il disait, c'est la GCDC, c'était la Game Conference Developer Conference, un truc du genre, Convention, Game Convention Developer Conference, c'est l'ancêtre de la GDC. Et il disait, ça serait un standard. En gros, il décrivait un PC. Très bien. Et maintenant, c'est en train de se réaliser. Mais si tout le monde fait ça, les consoliers, eux, ils ont tout intérêt justement à faire autre chose et à attirer des gens sur leur plateforme. Et pour ce faire, il n'y a pas d'autre moyen. Il faut des jeux que les gens veulent. Alors, quand on parle de Nintendo, on comprend bien qu'il n'y a aucun moyen que Nintendo, un jour, se mette à abandonner sa politique d'exclus et se mette à développer ses jeux sur d'autres consoles, surtout qui sont extrêmement populaires aujourd'hui. Mais Sony, je crois, on a tendance, parce qu'ils mettent leurs jeux après qu'ils aient vendu autant qu'ils peuvent sur console, parce qu'ils les mettent sur PC aujourd'hui, on a tendance à se dire, voilà, eux aussi, ils sont en train d'abandonner les exclus. Je pense que c'est faux. Je pense que c'est une position qui est intéressante et qui est opportuniste, mais qui est très facilement renversable, et que si jamais les PC deviennent de plus en plus populaires, y compris qu'ils viennent concurrencer Sony sur le marché du canapé, c'est les PC de canapé, je pense que je peux les appeler comme ça. Si les PC de canapé viennent concurrencer la PlayStation, Sony va se dire, OK, on va garder nos exclus pour nous. Il faut qu'on attire les gens vers notre machine pour qu'on puisse continuer à prélever les 30%. Parce qu'effectivement, les PC de canapé seront hyper intéressants à plein d'égards, sauf cela. Peut-être aussi, il faut le mentionner, peut-être aussi sur la question du rapport puissance-coût. Parce que les consoles ont l'avantage par rapport au PC, même si ça peut être répliqué, les consoles ont l'avantage d'avoir des économies d'échelle qui sont plus importantes. C'est-à-dire qu'on va faire une machine avec un design unique et on va en faire des millions et des millions. Et donc, en plus, avec un système d'exploitation qui est très limité, on va pouvoir tirer le meilleur parti du matériel. Et donc, à prix égal, le système est sans doute plus performant chez la console. Donc, une console, on peut imaginer que les prix augmenteront un peu, mais on sera sans doute, il y aura au moins certaines versions autour de 500 € pour la prochaine génération. 4 ou 500 €, on verra ce que ça donnera, peut-être un peu plus. Mais à ce prix-là, est-ce qu'on peut avoir un PC de canapé qui a les mêmes performances, étant donné, alors les mêmes performances brutes évidemment, mais la quantité de machines produites n'est pas forcément aussi importante. Bon, peut-être que Microsoft viendra bousculer tout ça, mais il y a aussi un OS qui est un petit peu différent. Donc la question se pose, et puis l'optimisation est plus difficile à faire sur PC, même si on a un standard qui est établi par les consoliers, qui est établi par les fabricants de PC de canapé comme Xbox et Valve. Tout ça, ça reste un peu flou. Moi, je reste convaincu que Nintendo évidemment, et Sony n'a aucun intérêt, ils n'ont aucun intérêt à abandonner
les exclus. Donc, sur ce point, moi, même si le One Console Future est plus proche qu'il ne l'a jamais été, je pense qu'il reste aussi loin qu'il l'a toujours été, presque, en quelque sorte. Le One Console Future, j'y crois pas, parce que, encore une fois, il y a une opportunité qui est trop grosse pour ne pas en profiter. Le jour où tout le monde fait du PC, le jour où toutes les machines qui sont dans votre salon sont en quelque sorte des PC très faciles à utiliser, eh ben, on a de l'autre côté quelqu'un comme Nintendo ou Sony, ou peut-être un troisième acteur, qui sait, qui viendrait remplacer Microsoft. Ou bon, c'est pas, ça paraît impossible aujourd'hui, mais qui sait, c'est pas, je ne dirais pas que c'est très probable, mais il y a une opportunité pour eux de sortir une machine sur laquelle on ne peut avoir que sur laquelle on a ce jeu qu'on peut avoir nulle part ailleurs, et je pense que pour le bon prix, les gens l'achèteront. Et une fois que la base est installée, eh ben, c'est parti et roule ma poule, quoi. Donc, encore une fois, le marché des PC de canapé est hyper important et risque effectivement de chambouler les choses, mais ça ne veut pas dire pour moi la fin des exclus, ou en tout cas, on n'y est pas du tout, du tout. Il faudrait que ce marché des PC de canapé atomise les ventes de PlayStation, qu'ils atomisent les ventes de Nintendo. J'y crois pas du tout, parce que justement Nintendo a ses propres jeux. Et la conséquence que ça aurait, à mon sens, c'est que Sony se Nintendo-ifiera plutôt que se dise on va abandonner la PlayStation. Parce que la PlayStation, il faudra aller la tirer de leurs mains froides et mortes, comme on dit dans certains contextes, parce que c'est trop d'argent à abandonner. Jamais ils le feront, jamais ils ne le feront, volontairement. Donc voilà pour cette première question de la fin des exclus et du One Console Future. Bon, ça c'était donc la première question. J'espère que les choses ont été suffisamment bien expliquées et j'espère que ça vous donnera envie, si vous n'êtes pas encore patriote, d'aller regarder du côté du Patreon pour le traitement des sujets suivants, c'est-à-dire le contexte de la surabondance des jeux vidéo. Dieu sait que, comme je le disais tout à l'heure, on en a beaucoup, beaucoup et beaucoup trop. Mon point sur la crise du jeu vidéo, avec laquelle je vous ai saoulé à de nombreuses reprises, mais là je vais faire un petit point un petit peu plus... un petit point, on va dire ça comme ça, un interlude avec les technologies du moment et enfin la prochaine génération de consoles, où on en est, ce que ça va donner, ce qu'on sait, ça sera dans la deuxième partie. Pour les patriotes, si vous n'êtes pas encore patriote, vous pouvez soit aller sur Patreon, patreon.com/rdvjeux pour soutenir l'émission et avoir donc ce petit contenu en plus et plein d'autres petits contenus en plus super cool que vous apprécierez, j'espère. Ou alors, simplement vous arrêtez ici et puis écoutez la suite de l'émission dans le prochain épisode qui sera disponible la semaine prochaine.